Nous allons passer donc au débat suivant. Macron face à la société civile ou civique, comme disent maintenant certaines associations, la société qui se mobilise, qui a son propre agenda. Nous allons le faire avec les organisations syndicales. En transition, nous allons voir la vision telle qu'il l'a exprimée sur Mediapart, toujours le média de référence, le vendredi 5 mai dernier, qu'a Emmanuel Macron de son rapport au dialogue social. Notre responsabilité aujourd'hui, et tout particulièrement la mienne si j'étais élu, c'est de faire vivre la liberté économique à laquelle je crois, et évidemment la liberté politique, en corrigeant les excès de ce monde. C'est-à-dire de passer de cette compétition qui mène à la cupidité ou à la fracture de tout, à une coopération qui reconnaît les talents. Et c'est ça notre défi. Et ce défi passe en effet par des lois, des normes, mais aussi un changement culturel. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se casser dans notre civilisation. Ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'il y a derrière ça, c'est la fracture des classes moyennes. Or, nos démocraties occidentales, elles se sont construites sur la défense des libertés individuelles et sur l'enrichissement progressif de classes moyennes avec une cohésion économique et sociale. Et depuis une quinzaine d'années, il y a une fracture de ces classes moyennes. Elles ne croient plus dans ce cours du monde. Et c'est ça qui vient fragiliser nos démocraties. C'est ça qui vient nourrir la montée des démocraties illibérales et la montée des extrémismes. Et si nous n'arrivons pas à remettre justement de la justice, de la convergence entre les pays, en particulier de l'Union européenne, entre nos sociétés, nos démocraties sont mortes. C'est simple. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que dans 5 ans, moi je pense en France, c'est fini. Mais en Europe, c'est fini. Parce que si les classes moyennes ne se retrouvent pas dans ce pacte qui les ont toujours fait grandir, elles diront stop. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? La réconciliation profonde qui est le cœur de la philosophie des Lumières. C'est le fait que quand on croit à la liberté, on croit à la responsabilité. C'est ce qu'on disait sur le plan politique. Et ce qui s'est passé dans le capitalisme international, c'est que les nomades, j'en ai fait partie, j'ai connu cette vie, eh bien les nomades considèrent qu'ils n'ont plus de responsabilité. Ils ont une responsabilité vis-à-vis de leurs actionnaires, mais elle est en quelque sorte hors sol. Non, elle est très simple. Elle est purement financière. Elle est accumulative, justement. Mais ils n'ont plus une responsabilité au sens plein du terme, c'est-à-dire vis-à-vis de leurs voisins, de la société dans laquelle ils vivent, une responsabilité qui est environnementale, qui est en termes de justice. Si les élites économiques, sociales, politiques ne réconcilient pas leur liberté actuelle avec leur part de responsabilité, alors elles perdront cette liberté, qu'elles le veuillent ou non. C'est ça le défi culturel et politique qui est le nôtre. Emmanuel Macron face à la société civile, il y a quelques jours, 2 jours avant le second tour, le 5 mai 2017, ici même à Mediapart, on le voyait de manière assez grave dire que s'il n'arrivait pas à relever le défi qu'il s'était fixé, eh bien, notre démocratie carrément était en péril et que les comptes seraient encore plus sévères en 2022. D'une certaine manière, il disait ce que ceux qui ont hésité à voter pour lui ou n'ont pas voté pour lui, même au second tour, disaient en disant « sa politique ne suffira pas à nous éviter encore le pire en 2022 ». Donc nous allons en parler avec mon confrère Manuel Jardineau, qui est au pôle social de Mediapart, avec des représentants des 3 principales organisations syndicales. Je précise à la diversité de nos lecteurs qu'il y aura d'autres débats où les solidaires, où l'UNSA seront invités. Nous avons fait le choix ce soir, d'une certaine manière peut-être pour les inviter à dialoguer plus qu'elles ne font, nous avons fait le choix ce soir d'avoir les 3 principales organisations syndicales. D'abord avec vous, Véronique Descaques, vous êtes secrétaire générale adjointe de la CFDT et vous êtes un peu, madame, on genre peut-être trop en disant ça, mais la responsable de toutes les questions de protection sociale dans les débats actuels. Emploi plutôt. Emploi, voilà, donc emploi encore plus au cœur du sujet. Voilà, au cœur du sujet. En face de vous, Fabrice Angéi, vous êtes secrétaire confédéral de la CGT. Vous, on pourrait dire là, le mot-clé, c'était emploi. Vous, c'est la loi travail, le travail, et donc l'emploi. D'ailleurs, vous nous aviez donné une interview
assez forte au moment des débats de l'an dernier, le 25 mai 2016. Les minoritaires sont en réalité au gouvernement, disiez-vous, en répondant à Manuel Valls et à Myriam El Khomri. Et en face de vous, Pascal Pavageau, vous êtes secrétaire confédéral Force ouvrière. Évidemment, ce sont les adhérents de Force ouvrière qui voteront, mais certains médias disent qu'il est possible que vous deveniez le futur secrétaire général de Force ouvrière cette année en 2018. Pas cette année, en 2018. En 2018. C'est ça, Ouais, en 2018. Donc c'est ça, c'est l'année prochaine, pardon. Et vous, le mot-clé, ce serait économie, donc travail, emploi, économie. Nous y sommes. Et donc, j'ai eu une première question, et après, je laisserai Manuel mener l'ensemble de l'entretien. Vous êtes là tous les trois, et on a une question, je dirais, de béotien. On a vu les divisions au moment du 1er mai, alors que c'était quand même pas n'importe quelle circonstance. On se disait que par-delà les différences de programmes, de revendications, il y a des moments où l'ensemble du monde du travail peut se réunir, se rassembler. Notre question est toute simple. Est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous vous rencontrez? Et est-ce que vous agissez ensemble? Qui veut commencer? Je vais peut-être démarrer. Vous avez lancé le 1er mai. Moi, je rappellerai que le 1er mai, avant le 1er mai, il y a une date et la CGT a pris le soin de convier l'ensemble des organisations syndicales de salariés et de jeunesse, donc à son siège, et discuter effectivement de la situation et du 1er mai en particulier. Donc, invitation à laquelle tout le monde a répondu avec l'objectif, on va aller droit sur le sujet, effectivement, de faire un barrage. On regarde la situation politique au Front National, mais ça c'est dans nos gènes, le combat contre le racisme, contre la xénophobie, l'homophobie, en fait l'exclusion et le rejet de l'autre. Donc ça, on le porte. Et du reste, on a pris une déclaration cet après-midi de la direction confédérale demandant à amplifier ce combat-là, à amplifier les formations que l'on fait auprès de nos organisations, de nos syndicats, donc à multiplier les débats publics. Dans lesquels des adhérents votent Front National. Très peu. Moi, ce que je constate, c'est que plus les salariés, quelles que soient les organisations, sont proches de l'organisation syndicale, moins ils votent Front National. Et nous, on a fait le constat dans certaines villes, des grandes villes, le Front National a reflué, malgré le score qu'il a fait, le record de suffrage qu'il a obtenu. Mais ça, il fallait l'articuler, effectivement, et d'où la division sur le 1er mai. On ne peut pas à la fois, enfin pour nous, il est important de porter sans aucune ambiguïté le barrage dans les urnes au Front National, la lutte contre l'extrême droite, avec la dénonciation des politiques libérales qui conduisent à ce phénomène-là, à cette situation-là. Il y a le recul des services publics, là, on y reviendra, l'accroissement des inégalités, conduisent à ce vote Front National. Et pour nous, mais c'est un peu ce qu'on avait fait en 2015 quand même, où il y avait des choses fortes en alternative revendicative qui étaient portées sur travailler ensemble, vivre ensemble. Il était pour nous nécessaire d'articuler les deux plans. Ma question, c'est est-ce que vous avez réussi à vous rassembler? Visiblement, non. Mais moi, je constate que dans des luttes au quotidien des entreprises, il y a des luttes unitaires avec la CFDT, avec EFO, au quotidien pour les emplois, les salaires. Véronique Descac. Oui, là, ce dont tu parles, Fabrice, c'est la position de la CGT, c'est-à-dire faire le lien entre la situation économique dégradée et les alternatives et ceux dont vous estimez qu'ils en sont responsables, et la question de la montée du populisme et de l'arrivée du Front National entre les deux tours. Mais ce n'est pas ça, l'intersyndicale pour le 1er mai, c'est pas du tout passé ça. L'intersyndicale pour le 1er mai, on peut la résumer très simplement. Force ouvrière ne voulait pas entendre parler d'un mot d'ordre qui fasse barrage au Front National, parce que Force ouvrière ne voulait pas de mot d'ordre politique. La CGT voulait manifester avec Force ouvrière, donc la CGT a prié la CFDT de se passer de son mot d'ordre opposition au Front National ou de ne pas venir. Donc nous, on a préféré, effectivement, considérant que la situation était grave, ce qui se passait dans le pays était grave, le score du Front National, le Front National au second tour de la présidentielle avec la possibilité de faire un score élevé, nous, on a voulu avoir un message très clair. Le principal enjeu pour nous, c'était le barrage au Front National. Vous avez sorti la phrase qui en parlait de cette phrase. Je crois qu'on a été très clair dans nos déclarations. Dans vos déclarations, pas dans le communiqué de la manifestation du 1er mai. Pas dans le communiqué de la manifestation du 1er mai. Vous avez refusé que le communiqué intersyndical de l'appel à manifester le 1er mai fasse référence au Front National. Force ouvrière est mis en cause directement, j'entends Pascal Pavageau, et après on va essayer d'avancer. Déjà par rapport à votre question, et en vous remerciant de votre invitation, votre question c'est est-ce qu'on se parle? La preuve que oui, et que c'est jamais simple lorsqu'on se parle. On se rencontre, on se parle, on discute, et pas que nos représentants numéro 1, secrétaires généraux,
Fabrice l'a rappelé, d'abord, le premier échange il se fait sur le lieu de travail entre nos représentants syndicaux à peu près partout. Et d'ailleurs, en général, les convergences à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle de l'administration, se font assez naturellement au niveau de nos sections syndicales et de nos représentants. Au niveau national, on s'est parlé à l'occasion du 1er mai, on se parle aujourd'hui. Moi, je ne veux pas rentrer dans le débat. On peut avoir, au travers d'échanges entre nos organisations syndicales, une analyse qui soit différente. On l'a eu, par exemple, à l'échelle de la loi travail, on s'en souvient très bien, au premier semestre 2016. Et puis, on peut avoir une conception, à un moment donné, du syndicalisme qui soit différente. Nous gardons cette indépendance par rapport au pouvoir politique, par rapport aux politiques en général, par rapport même à une notion d'intérêt général sur laquelle nous ne revendiquons pas d'aller, mais nous rappelons nos revendications. Et si nous arrivons à converger sur la base de revendications qui soient claires et qui nous conviennent et qui conviennent aux autres, alors, dans ces cas-là, une unité d'action peut se mettre en place et nous la mettons en place. Mais nous avons une approche qui est de garder cette indépendance par rapport au pouvoir politique. On est bien d'accord que le 1er mai, ce qui a fait divergence entre nous, c'est pas les revendications sociales, c'est bien la position vis-à-vis du Front National. Vous reconvaincre, on a compris que chacun n'avait pas la même interprétation. Je ne crois pas, malgré ce qu'a dit Véronique, que ce soit Force ouvrière qui soit en capacité de décider la position de la CGT. Chacun, franchement, disons qu'ils ont choisi avec qui ils préféraient aller manifester. Essayons d'avancer. On a retrouvé les syndicats CGT le 1er mai dans les cortèges, quand même, voilà aussi. Manuel a plein de questions pour vous. On va voir s'il y a des questions qui vous rassemblent au-delà de cette intersyndicale qui avait échoué avant le 1er mai. Je voulais revenir sur... on a entendu Emmanuel Macron donner un peu sa vision et de la société, et du social et de l'économie. Et il disait, en conclusion de toute la séquence sur le social lors de l'interview qu'il a donnée vendredi dernier, il disait « Je veux réconcilier liberté et responsabilité et corriger les excès du libéralisme économique ». Alors à la clé, il y a des grandes réformes qu'il veut mettre en place, une réforme du Code du travail, qu'on pourra appeler une loi travail 2, on verra comment elle se nommera, une réforme de l'assurance chômage, une réforme de la formation professionnelle. Avec ces éléments-là que vous avez en tête, est-ce que votre état d'esprit après l'élection d'Emmanuel Macron, c'est un troisième tour social? Je veux bien commencer. Nous, on n'est pas dans l'état d'esprit d'organiser une espèce de guérilla avant même d'avoir pu discuter. Je dirais l'ADN de la CFDT, c'est d'abord le dialogue, l'écoute, après la construction de contre-propositions et d'essayer de créer un rapport de force, justement, par notre capacité à faire des contre-propositions. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est complètement serein par rapport à ce qu'on croit voir venir du programme d'Emmanuel Macron et surtout par rapport à la méthode qu'il entend utiliser. Nous, on croit au dialogue social et on pense un peu comme lui qu'il faut réformer le pays, son modèle économique, mais aussi mieux adapter son modèle social pour mieux protéger les salariés et qu'il faut effectivement trouver un bon équilibre entre ce qu'il vient de dire, que vous venez de montrer à l'instant, la liberté, l'autonomie des individus et aussi la responsabilité, que les deux vont de pair. Ce qui nous inquiète dans la méthode d'Emmanuel Macron, c'est qu'on a le sentiment qu'une fois qu'il passe du stade de la philosophie au stade des propositions concrètes, que d'abord, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de ces propositions qui sont un petit peu, comme il a été dit tout à l'heure, un petit peu des vieilles lunes qu'il n'a pas tout à fait pu placer dans la précédente loi travail et sur lesquelles il revient. Et puis surtout, l'inquiétude, c'est qu'il n'a pas la culture du dialogue social. Et que il n'a pas la culture. Vous voulez dire, vous avez pu expérimenter qu'il n'avait pas je regarde ce qu'il écrit et j'écoute ce qu'il dit. En gros, il explique que le dialogue social, c'est utile dans l'entreprise, ce que nous croyons aussi. Ça peut être utile dans l'entreprise parce que c'est un lieu qui nous semble pertinent pour nouer les compromis entre les besoins des entreprises, leurs besoins d'agilité, mais aussi la protection des salariés au plus près du terrain sur des choses extrêmement concrètes qui touchent leur vie de tous les jours, l'organisation du travail, le temps de travail. C'est pour ça qu'on s'est engagé nous, dans la loi travail. Mais après, sur le dialogue social national interprofessionnel, il estime que les organisations syndicales, en tant que corps intermédiaires,
dans la société, n'ont plus de rôle à jouer. Et là, il reprend une casquette extrêmement étatiste, presque dirigiste, et c'est son programme sur l'assurance chômage qui va être nationalisé. Voilà. On y reviendra en détail. Il l'a même dit chez nous, voilà, une citation. Ce qui nous Aujourd'hui, inquiète, les partenaires sociaux n'ont aucun intérêt à trouver un accord responsable puisqu'ils ont la garantie implicite de l'État. Il nous explique un peu à notre place qu'est-ce qu'on devrait faire, quels sont nos intérêts. Et quand la CFDT a invité les candidats avant le premier tour, et donc lui, il est venu comme d'autres, et il a expliqué, mais je considère que vous prenez des risques et que vous n'avez pas intérêt à vous engager dans certaines réformes. On a envie de lui dire, mais de quoi tu te mêles? On est quand même majeur, et nous, on représente les salariés. Au-delà des salariés, on estime qu'on représente les travailleurs, qu'à ce titre, d'ailleurs, on représente aussi, on est porteur aussi d'une partie de l'intérêt général, pas tout l'intérêt général, mais une partie, et à ce titre, on pense qu'on est légitime, à côté de la démocratie politique, à intervenir, à construire des diagnostics ensemble, des propositions ensemble, des réformes ensemble, des évaluations de ces réformes ensemble, et que pour que les réformes d'ailleurs, elles fonctionnent vraiment, parce que c'est facile de faire une loi, mais une loi c'est un bout de papier, pour que ça se traduise concrètement sur le terrain et que ça fonctionne dans la durée, on pense qu'il n'y a pas d'autre voie que le dialogue, et en particulier le dialogue social. Fabrice Angéli, troisième tour social. Enfin, le troisième tour social, je ne sais pas exactement ce que c'est, puisqu'il y a des luttes, il y a eu des luttes tous les jours. Avant, il y a eu des luttes pendant les élections, et jamais à un niveau, sur la Ve République, aussi élevé que ce qu'on a connu au niveau des luttes dans les entreprises, dans les administrations, sur les emplois, sur les salaires. Donc il y aura des luttes après. Voilà. Donc au quotidien, il y a des luttes, donc ça ne se décrète pas. Mais moi, ce que je dis effectivement, donc, moi je vais revenir sur la question de la réforme. La réforme, moi je ne connais pas une organisation syndicale qui est opposée. La CGT n'est pas opposée à la réforme. Mais ça dépend le sens de la réforme. Ce n'est pas la réforme en soi, c'est aujourd'hui une réforme qui est dévoyée. Effectivement, une loi travail XXL, pour reprendre ce qu'on parle un petit peu dans les médias aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui peut convenir en la matière. Mais il y a un préambule, donc je dirais effectivement, c'est le sens de la réforme qui importe, et nous on a des propositions. On l'avait dit à l'époque de la loi travail, on l'avait dit à la Comrie, donc effectivement, nous on est pour ouvrir donc une négociation sociale. J'emploierais plutôt le mot de négociation sociale que de dialogue social au niveau national interprofessionnel sur ces questions-là. Donc voilà, on est prêt à remettre nos propositions d'un code du travail du XXe siècle, parce qu'effectivement la société elle change, le travail change, se transforme, les statuts se transforment, et donc il y a la nécessité de revoir les choses, mais pas pour amoindrir les droits et les garanties, au contraire pour avoir encore un cadre encore plus protecteur et qui prenne en compte les enjeux du XXIe siècle. Mais effectivement, et on va parler sur la méthode. La méthode, d'une part, moi je dirais, effectivement, on n'est pas au bout. Certes, donc Macron est élu, mais moi je rappellerai que son élection, c'est légitime, 43% des inscrits. Néanmoins, ce n'est pas une adhésion au programme. Il n'y a pas d'adhésion au programme, et ça serait une grande erreur de penser, puis les législatives ne sont pas venues, on ne sait pas sur une majorité présidentielle pour pouvoir mettre en œuvre ces réformes, à la fois sur le fond et sur les méthodes. Donc la question des ordonnances, pour ne pas tourner autour du pot, effectivement, c'est une méthode, j'allais dire, qui prive le débat parlementaire, et pour nous, il est important ce débat parlementaire, et qui ramène autant, c'est pas la même chose, mais sur le fond quand même, du 49-3 qui a coûté dans cette élection-là. Je crois que la loi travail, elle a pesé dans cette élection, et donc nous, on est effectivement pour une concertation qui ne soit pas express, sur vraiment d'autres bases, qu'on ouvre vraiment donc avec les organisations syndicales, patronales et de salariés, une vraie question sur le travail, le droit du travail. Si les ordonnances sont tout de suite à l'ordre du jour de la session parlementaire, c'est un casus belli en juillet, immédiatement? Si les ordonnances sont debout, je pense qu'effectivement, ça veut dire qu'il y a un contenu et un sens, et que ce n'est pas le sens qu'on souhaite. Je dis encore une fois, il est prématuré, il faut voir la majorité présidentielle qui va sortir des urnes, s'il y a capacité, et la première concertation qui aura lieu pour en connaître un peu plus sur le contenu. Mais effectivement, le gouvernement par ordonnance, c'est un gouvernement qui s'arroge les droits du législatif, et ce n'est pas acceptable. Parce que vous, Véronique de Saxe, ce matin, dans une radio, vous avez laissé entendre que vous n'étiez pas forcément contre s'il y avait un certain temps de dialogue avant. Oui, vous savez, nous, dans les années 2000, on s'est battu pour qu'une place soit réservée aux partenaires sociaux, avant que la possibilité de légiférer, sur tous les sujets qui sont dans leur champ. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'article 1 du Code du travail, qui existe depuis la fin des années 2000. Et nous, ce qui nous importe dans cette affaire, c'est qu'un temps suffisamment long soit laissé à la mise en œuvre de cette négociation, de cette concertation avec les partenaires sociaux, qu'il leur soit même proposé de négocier s'ils se sentent la capacité de le faire. Et après
si on a le temps de faire ça. Alors évidemment, si on nous dit, allez, les enfants, on négocie, on a 3 jours, et puis on passe aux ordonnances dans 3 jours, ça ne va pas nous aller. Mais s'il y a une vraie concertation, pas seulement avec des bilatérales, mais aussi avec l'ensemble des organisations syndicales, ensemble, capables de discuter ensemble, d'apporter peut-être des contre-propositions ensemble, etc., qu'après, le gouvernement choisisse, une fois que ce travail a été fait, de le faire par la voie législative normale, par ordonnance, par l'article 49.3, nous on dit juste, ça ne nous regarde pas. Ça regarde le gouvernement avec la majorité parlementaire qu'il aura alors ou qu'il n'aura pas. Mais là, on n'est plus dans notre champ de compétences. Notre champ de compétences à nous, c'est de vérifier que l'article 1 du Code du travail, c'est-à-dire respecter le champ des organisations syndicales et le temps nécessaire à la concertation, ait bien lieu. Pascal Pavageau. L'élection du nouveau président de la République, elle a notamment montré une véritable fracture sociale, une fracture territoriale. Bon, on ne va pas faire l'analyse ici, mais je crois que tout le monde a bien fait le diagnostic de ce que cela représentait. Donc, il y a un enjeu, il y a plein d'enjeux, mais il y a notamment un enjeu, et qui est un enjeu social, de rassembler, de rattraper finalement plusieurs mandats, au moins les 2 derniers mandats présidentiels, avec des majorités différentes, qui n'ont eu de cesse d'avoir une politique libérale à ultralibérale qui a conduit systématiquement à faire du social soit la variable d'ajustement, soit à casser du social pour des raisons XY, peu importe. Donc, la première chose que nous allons faire et dire au nouveau président de la République, dès lors qu'il nous recevra, et je pense qu'il a intérêt à nous recevoir, les organisations syndicales, très rapidement, parce que ce sera un signal donné, y compris un premier signal en matière de dialogue social. Il y a eu des contacts pris. On nous a indiqué qu'a priori, le président Emmanuel Macron nous recevrait, les organisations syndicales, la semaine prochaine. Mais donc, on n'a pas la première semaine voilà. de son mandat. Mais pour l'instant, il n'y a pas de date, il n'y a pas de confirmation. Mais c'est l'information que nous avons reçue. C'est le message qu'on nous a donné, et ce serait de bon ton, en tous les cas, que le président de la République, potentiellement du coup avec son Premier ministre et son gouvernement, enfin en tous les cas, nous reçoivent, les organisations syndicales, assez rapidement. En ce qui concerne Force ouvrière, nous, on aura d'abord tendance à lui rappeler nos revendications. Bien sûr, pour écouter son programme ou la traduction qu'il aura maintenant de son programme, qui sera potentiellement différente de ce que le candidat à la présidentielle avait annoncé. Mais nous avons des revendications sociales. En matière de pouvoir d'achat, sur un plan social pour rattraper un certain nombre de casses qui ont eu lieu ces dernières années, en matière de fracture territoriale sur le service public de proximité, je ne vais pas faire le cahier de revendication, mais nous avons des choses à lui dire et des enjeux à porter qu'attendent les salariés, qu'attendent, je crois, au-delà, une grande partie de nos concitoyens. Après, sur la méthode. Alors, non mais d'abord, la méthode, on va échanger avec le président de la République dès lors qu'il nous recevra et on lui donnera nos positions. On va lui demander également quelles sont les orientations fixées à son gouvernement sur le plan social et notamment sur potentiellement une loi dite travail ou je ne sais quoi, et notamment le calendrier et la méthode. De ce point de vue-là, ce qui prime d'abord, c'est de s'entendre et de bien comprendre le fond. Qu'est-ce que le gouvernement et le nouveau président de la République veulent faire? Vers quoi ils veulent nous emmener? Et ça nécessite du dialogue en amont, de la concertation et de prendre le temps. Parce que là, on parlerait potentiellement d'un nouvel impact sur le Code du travail. On ne parle pas d'une petite mesure fiscale dans un coin qui concernerait quelques milliers de personnes. On parle du Code du travail. Le gouvernement précédent vient de mettre en place, ou le gouvernement actuel, le futur ex-gouvernement... Il a démissionné. Il a démissionné, donc c'est bon. Donc ça va. Fini. Le gouvernement précédent, ouf, ça va, a mis en place, a proposé une commission, notamment d'experts, sur la refonte du Code du travail. Par exemple, que le gouvernement de M. Macron prenne le temps également de l'expertise de cette commission, en plus et en parallèle de l'écoute de nos attentes, qui ne sont pas forcément les mêmes, parce que nous n'avons pas forcément la même approche et analyse, encore une fois, on l'a vu en 2016, mais qu'ils prennent le temps du débat, de la concertation, au-delà de l'orientation générale qu'ils souhaitent donner. Et peut-être qu'au travers du dialogue, l'orientation qu'il avait, ou ce qu'il perçoit comme étant intéressant ou utile, eh bien, cela changera. Moi, je me souviens très bien, pour parler du gouvernement précédent,
où Emmanuel Macron était encore membre de ce gouvernement, Manuel Valls, le Premier ministre, avait demandé à un parlementaire de mettre dans la loi travail une réforme qui serait créer un troisième statut entre les indépendants et le salariat. Cette mission parlementaire, elle a eu lieu. Elle a accouché de quoi en termes de conclusion? C'était le député Pascal Terrasse. Il ne faut surtout pas de troisième statut entre le salariat et les indépendants. Si le gouvernement de l'époque avait raisonné par ordonnance, il y aurait eu, dès octobre ou novembre 2015, dans son projet de loi travail de l'époque, un pseudo-troisième statut qui, en l'occurrence, se serait avéré une grosse bêtise. Donc, sur la méthode, donner le sens, dialoguer, échanger, concerter, expertiser, et ensuite respecter également les délais et les débats parlementaires, de manière à ce que sur un enjeu majeur qui serait de toucher au Code du travail, eh bien, il y ait à minima eu le temps de l'explication, de l'écoute et du dialogue. C'est absolument essentiel. La question après des ordonnances, c'est un outil. Si M. Macron veut, par ordonnance, abroger la loi El Khomri, alors dans ces cas-là, on trouvera ça plutôt positif. Oui, mais la question des ordonnances, elle est effectivement un outil, mais dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est « je veux aller vite ». C'est ce qu'il répète. C'est ce qu'il répète. Donc, est-ce que vous la loi sentez El Khomri, sur ce plan, est-ce que vous pourquoi sentez faire en situation de pouvoir vous L'empêcher d'aller vite. demander du temps, vous demander de la concertation, Oui. sinon de la négociation? Est-ce que vous sentez la force, je veux dire dans le sens de la puissance, de le faire freiner un petit peu son programme pour aller très vite, parce qu'il dit il n'y a que ce moyen pour accélérer et la croissance et le retour vers le plein emploi. Véronique Descalques. C'est difficile de répondre à cette question parce qu'à la fois, je comprends bien l'idée qu'il faille aller vite parce que il n'y a rien de pire, et on l'a vu avec la loi El Khomri, mais même avant avec la loi sur la modernisation du dialogue social, qu'une réforme qui traîne des mois et des mois de discussion, de palabres, de polémiques, de fausses nouvelles, d'aller-retour entre les multiples commissions parlementaires, et on finit 8 mois après, on ne sait plus où on en est, etc. On a perdu le fil et on a perdu le sens. Bon. Je comprends donc pour cette raison l'idée qu'il faille aller vite. Je suis assez sensible aussi d'ailleurs à ce que disait une intervenante dans la table ronde précédente, c'est qu'il faut très vite montrer à la société française qu'on a la volonté de redresser le pays, de remettre les trucs sur les rails, etc. Mais en même temps, j'ai bien l'impression quand même que personne n'a mesuré chez Emmanuel Macron que réécrire tout ce qui reste du Code du travail, c'est-à-dire tout sauf la partie temps de travail, en mode règles impératives auxquelles on ne peut pas déroger, règles auxquelles on peut déroger par la négociation en fixant le niveau, la branche, l'entreprise, et droit supplétif s'il n'y a pas d'accord, c'est un travail énormissime. Donc, y compris matériellement, je pense que ce sera un petit peu compliqué de faire ça en 2 ou 3 mois. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre entre tout ça. Il y a ce qui est factuellement possible ou pas possible, il y a la nécessité de concerter, d'expliquer, de donner le sens et d'écouter. Et en même temps, il y a la nécessité de ne pas lambiner quand même et de ne pas donner l'impression qu'on s'enferme dans des débats stériles et sans fin. Donc, c'est votre analyse aussi? Je nuancerai quand même donc sur aller vite. Donc pourquoi, enfin, aller vite, quel sens à aller vite? Donc il y a la question derrière de l'efficacité, quoi. On sort, moi je rappelle quand même, donc la loi travail, c'est le 8 août. C'est le 8 août. Dont les derniers décrets sont sortis juste là, juste avant la démission du gouvernement. Les deux derniers c'est plus sur. Vite que d'habitude, on n'a jamais sorti aussi vite les décrets. Les deux derniers sur les franchises, un peu les jours. instances paritaires sur les franchises, et puis sur la protection sociale des travailleurs donc des indépendants, quoi. C'est les deux derniers qui sont sortis. Mais sur ces questions-là, voilà, donc effectivement, donc du coup, ça vient de sortir. Donc moi, je pense que sérieusement. Alors ça veut dire déjà qu'on prend le postulat, et là on est d'accord que c'est une loi qui n'est pas efficace et qu'il faut bouger. Parce que donc aller vite, voilà, c'est pourquoi faire aller vite? Et moi je crois qu'il vaut mieux prendre. Lorsqu'on revient sur indemnisation des licenciements, lorsqu'on revient sur une mesure qu'on contestait, référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur, c'est quand même ce qui est contenu aujourd'hui dans la loi El Khomri, qui n'a pas vraiment été mise en place. Donc ce n'est pas qu'une partie nouvelle du Code du travail, sur lequel France Stratégie a donné quelques pistes. Donc voilà, sur ces questions-là, moi je pense qu'il faut prendre le temps
et nous, on veut de la négociation. Donc, l'addition de la négociation, il faut réouvrir les choses. Et encore une fois, on ne peut pas déconnecter donc, ce qui s'est passé à l'élection présidentielle. C'est vrai qu'on n'a pas le temps là de tout analyser. Du mouvement, donc, par rapport à la loi travail. Et donc, nous, on met en garde. Voilà, nous, on met ça a été une blessure profonde dans le monde du travail par la brutalité de tout cela. Un gouvernement qui vient d'être mis en place, il faut, entre guillemets, qu'on s'accorde ou pas, mais sur le sens donc sur lequel on veut aller. Et donc, c'est le temps de la discussion, okay. Ce n'est celui de la négociation. Et nous, on est, je le maintiens, pour le rôle du parlementaire en la matière qui vient d'être élu, de ne pas déposséder le pouvoir législatif de son droit à faire la norme. Est-ce que je formule bien ce que, dans vos sensibilités différentes, vous dites les uns et les autres? On va d'abord voir, y compris dans les entretiens la semaine prochaine, tester si ce nouveau pouvoir a pris la mesure des blessures commises sous le pouvoir Valls-Hollande, pourrait-on dire, et en termes de méthode, quelles que soient ses intentions, va en tenir compte. Est-ce que c'est ça que vous allez d'abord, donc vous allez d'abord vous assurer? J'élargirai un peu le propos, ce n'est pas les blessures issues de Valls-Hollande, c'est les blessures beaucoup plus profondes que ça de la société française. L'inquiétude extrêmement grande parmi le salariat sur l'avenir de leurs entreprises, mais plus globalement, l'avenir de leur pays, le sentiment de déclassement qu'ils vivent, le sentiment d'éloignement des services publics d'un certain nombre de citoyens, etc. C'est beaucoup plus que des blessures Je parlais de la virulence qui a été ressentie par certains l'an dernier sur la loi travail. Oui, par certains. Mais, moi, je n'ai pas le sentiment que l'ensemble du salariat se soit senti très concerné, très mobilisé, parce que tout le monde n'a pas bien compris ce qui se jouait autour de la loi travail, de la réécriture du Code du travail. Non, je pense que les blessures de la société française, elles sont plus profondes, avec ce qui est ressenti comme un relatif échec de l'éducation nationale à amener tous ces jeunes, tous ces enfants vers l'éducation, la culture, à permettre l'accès aux services publics à tous. On a des dispositifs de protection sociale, des minima sociaux qui existent et qui pourraient être performants, mais on a aussi une grande partie de la population qui en est à ce point éloignée qu'elle n'y a même pas accès. Enfin, voilà, c'est ça les blessures profondes de la société française. Pascal Pavageau, je propose que c'est vous qui intervenez, mais qu'on voit justement, lors de son dernier entretien qui servira de référence pendant tout ce quinquennat à Mediapart vendredi dernier de Emmanuel Macron, ce qu'il dit justement sur sa conception de la réforme de l'assurance chômage. La réalité, c'est que le chômage n'est plus un risque individuel sur lequel vous pouvez vous assurer. C'est devenu un risque économique et social macroéconomique lié au changement profond technologique qui fait que n'importe qui, quel que soit son statut, peut être fracassé par celui-ci. Bon. Ce qui fait que je transforme la gouvernance et le financement, je supprime les cotisations sociales salariales sur le chômage, comme on l'a fait pour la maladie progressivement depuis 20 ans. Et je fais de l'assurance chômage une assurance universelle, qui est donc financée par la CSG. C'est ce qui explique cette transformation où je supprime 3 points de cotisation sociale pour faire 1,7 point de CSG. Ce qui est très juste pour tous les travailleurs et ce qui leur fera gagner d'ailleurs du pouvoir d'achat parce que j'élargis la base. Mais donc ça, c'est une vraie transformation. Et donc je rentre dans une logique, comme on l'a fait pour l'assurance maladie, universelle, où l'État reprend la main avec les partenaires sociaux autour de la table, c'est-à-dire elle est tripartite. Pascal Pavageau, puisque... Sur le sujet de l'assurance chômage, comme sur le sujet précédent du Code du travail, il est où le diagnostic qui permette de démontrer qu'il faille aller vite en matière de réforme? Il n'a jamais été fait. Il n'est pas fait. En tous les cas, le nouveau président de la République qui vient d'être élu il y a 3 jours n'a pas pris le temps d'en débattre et à la limite de tenter de nous convaincre qu'il y avait soi-disant une urgence à réformer l'UNEDIC, enfin l'assurance chômage, ou à réformer une nouvelle fois le Code du travail qui lui-même vient d'être modifié très largement par des gouvernements et notamment un auquel il a appartenu il n'y a pas plus d'1 an. Mais comme on l'a documenté sur Mediapart, c'est un peu l'idéologie des réformes structurelles qui est là. Donc dans ces cas-là, c'est de l'idéologie. Donc si c'est de l'idéologie, là effectivement on a à nouveau un problème. On a une difficulté. C'est pas pragmatique. C'est loin d'être pragmatique et ça ne répond en aucun cas à un besoin de notre société et on ne sait même pas d'ailleurs si les solutions qui seront proposées, en l'occurrence, qui pourraient être proposées, répondent bien à un réel besoin issu d'un diagnostic qui n'a pas été fait. J'ajoute que sur ces 2 éléments de réforme, ces 2 orientations,
Là, on parle aujourd'hui, parce que c'est les seuls éléments dont nous avons aujourd'hui en notre possession, de programmes issus d'un candidat, certes devenu président de la République. Mais à ce que je sache, depuis dimanche soir, sur ces orientations et sur la traduction concrète de ces 2 réformes majeures, il y en a d'autres, il ne s'est pas exprimé pour spécifier un certain nombre de choses, éventuellement pour préciser la façon, y compris en termes de méthode, vers laquelle il veut aller. Or, on est à nouveau sur 2 sujets extraordinairement sensibles qui ont à chaque fois des conséquences en effet cliquées multiples et dont je pense que peut-être certains qui lui ont suggéré ces éléments de programme n'ont même pas vu les effets directs, indirects, etc. et les impacts que cela aurait. Donc même le temps de la concertation et de la discussion est absolument nécessaire, ne serait-ce que pour appréhender de la part des décideurs publics, le président de la République élu et son gouvernement, qu'il peut mettre en place tel type d'orientation avec les conséquences que cela aura. Je pense que de ce point de vue-là, là aussi, il y a une urgence à dialoguer et à faire que la méthode permette de prendre l'ensemble des paramètres qui vont vers tel ou tel choix en termes d'orientation. Alors certes, il n'en a pas parlé depuis son élection, mais il en avait parlé quand même 48 heures avant, assez longuement, à Mediapart, en étant assez précis quand même sur la question, par exemple, de l'assurance chômage. Là, il n'est pas précis, hein. C'est juste un extrait. C'est juste un extrait. Il faut s'entendre sur le niveau de précision. Avec un certain nombre de il a été beaucoup plus précis lors de l'entretien sur la séquence sociale qui durait à peu près une demi-heure. Je rappelle juste pour ceux qui nous regardent, l'assurance chômage, c'est géré par les partenaires sociaux, donc les organisations syndicales et les organisations patronales, qui régulièrement négocient sur le niveau d'indemnisation des demandeurs d'emploi, sur le niveau des cotisations, sur des mesures d'accompagnement également. Pour que ce soit clair, lui veut sortir de ce système qu'on appelle paritaire, en reprenant la main avec l'État, en disant, l'État, c'est ce qu'il dit, l'État garantit la dette de l'assurance chômage, donc l'État est fondé... Aussi, accessoirement, la creuse aussi, l'État, hein. Quand il refuse de financer complètement Pôle emploi, par Alors exemple, effectivement, l'assurance chômage, l'UNEDIC finance 60% plus de 60% du budget de Pôle emploi. Est-ce que ce raisonnement, il vous paraît fondé ? Et deuxième effet domino, c'est une vision du paritarisme et de la démocratie sociale d'une certaine manière, qui est nouvelle, en tout cas, qu'on n'a pas eu dans les derniers gouvernements, même y compris Nicolas Sarkozy, qui avait une méthode à lui, mais qui consultait quand même. Retirer la gestion de l'assurance chômage aux partenaires sociaux, et donc en partie aux organisations syndicales, comment vous réagissez ? Moi, ce n'est pas l'histoire de la gestion qui me gêne, c'est la question de la définition des règles, c'est-à-dire la négociation sur l'assurance chômage. Alors, il dit une chose qui me semble assez juste. Il dit il faut en faire une couverture sociale plus universelle parce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles. C'est assez juste. Il y a des nouvelles formes d'emploi. Tout le monde n'est pas salarié et il faut que tout le monde se trouve sécurisé dans son parcours, y compris par une forme d'assurance chômage. Donc ça, ok. Mais pour le reste, je suis assez d'accord avec ce que dit Fabrice. Je pense qu'il connaît mal le sujet et qu'il dit beaucoup de bêtises, y compris sur le sens même de ce que c'est l'indemnisation du chômage. Il dit c'est plus un risque individuel maintenant, c'est un risque collectif. Mais ça a toujours été un risque collectif. Quand ça a été créé, l'assurance chômage, c'était pour gérer les gros plans de restructuration dans l'industrie. Aujourd'hui, il se trouve que c'est plus ça. Ce risque collectif qu'on a géré, c'est la précarisation du marché du travail, c'est en particulier le développement des métiers et des services, la féminisation, etc. et la précarisation massive. Mais c'est toujours un risque collectif. Quand il dit il faut que l'État reprenne la main parce que ça n'a pas suffisamment évolué. Mais vous l'avez dit vous-même, quasiment tous les 2 ans, on renégocie les règles de l'assurance chômage. Et moi, je suis profondément convaincue que ce qui fait la valeur ajoutée des partenaires sociaux, encore une fois, non pas dans la gestion de l'UNEDIC forcément, mais dans la négociation des règles, c'est que les partenaires sociaux connaissent la façon dont fonctionnent les entreprises, les besoins dont ont les salariés, y compris pour les accompagner vers le retour à l'emploi, et qu'on a su ajuster assez finement tous les paramètres de l'indemnisation, de l'accompagnement. Ce qu'on vient de faire là, par exemple, on a dit l'emploi des seniors, c'est un petit peu particulier parce que maintenant, avec le recul, l'allongement de la durée des carrières, on est un peu plus
tard en difficulté sur le marché du travail quand on est senior. En revanche, quand on est en difficulté, on a plus de mal à retrouver de l'emploi, on reste plus longtemps au chômage parce qu'on n'est plus formé, les entreprises ne nous forment plus, etc. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a reculé un petit peu l'âge pour prendre en compte la réalité, mais on a renforcé de façon très forte la formation des demandeurs d'emploi seniors, de façon à ce qu'ils puissent de nouveau retourner dans l'emploi et qu'ils ne restent pas incrustés dans le chômage. Donc on est capable, nous les partenaires sociaux, d'adapter finement les règles parce que justement on connaît les besoins. Moi je me dis, si l'État reprend la définition des règles de l'assurance chômage, alors peut-être il va faire un truc la première fois qui va paraître sympa parce qu'il va indemniser plus de monde, prendre en compte la démission, etc. Et puis après, il se passe quoi? Après, les règles elles vont évoluer comment? Il va falloir qu'on ressonne à la porte de l'État à chaque fois que le marché du travail va un peu bouger. Il va falloir de nouveau une loi. Il va falloir... Enfin, on entre dans un mécanisme extrêmement rigide et qui n'est pas du tout approprié aux besoins réels à la fois des entreprises et à la fois des salariés. Ma première remarque... Ce que dit Véronique Descaques, ce n'est pas une défense d'un territoire, c'est... Mais ma première remarque, donc de deux choses. Ma première remarque, donc par rapport à mes camarades, donc ça montre bien la question de l'assurance chômage que donc une négociation qui abaisse les droits, donc notamment qui va pénaliser les femmes et les seniors pour sauver le paritarisme, je veux dire gentiment, ça sauve pas la gestion paritaire. Mais bon, ça c'est une chose, mais sur le fond, parce que le fond on va le partager. Et je disais, là, il y a une méconnaissance, mais je partage. Il y a une véritable méconnaissance. C'est-à-dire que sur l'assurance... Là, vous êtes d'accord, totalement. Mais oui, sur l'assurance chômage, donc c'est le travail qui est à la base du financement des indemnisations. Donc, c'est bien les cotisations qui sont une part de salaire, c'est un revenu de remplacement. Tout exactement. Donc, c'est là que je ne comprends pas. Donc, en fait, et du coup, l'assurance maladie... Du coup, c'est... Non, il n'y a pas de sens. Il veut faire basculer les cotisations vers un impôt qui est la CSG. Non, mais justement... Donc ça doit être financé par le travail. Tout à fait. Ça doit être financé par le travail, c'est très clair. Mais ça doit être financé par le travail. Donc c'est en ce sens-là qu'il y a une légitimité à que ça soit géré de manière paritaire, puisque c'est à la fois l'intérêt des salariés et l'intérêt donc des entreprises. Et donc ça c'est important. Et on a un changement à travers ce qu'il dit là. On n'est pas sur un paritarisme qui serait pas efficace, qui entendrait faire. On est sur une modification profonde du modèle social en fait, à travers la place que l'on donne au travail et ce qui doit être financé par le travail. Donc là, on est sur un vrai souci. Donc c'est cette question donc plus largement, y compris si on peut développer sur la question donc de la suppression, des cotisations sociales sur une grande part, jusqu'à 2,6 fois le SMIC, c'est 80% des salariés. Donc on voit bien qu'on change de modèle social avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc ce financement par la CSG qui est quelque part un impôt plus qu'une cotisation en la matière, je vois mal comment ça va s'équilibrer, etc. Mais ça, on reverra. C'est un changement de nature. Et là-dessus, on est sur quelque chose sur un changement social qu'il va falloir... Je veux bien rajouter un petit mot sur la CSG, parce que puis après, Pascal. Autant pour la CFDT, on trouverait légitime de transformer le financement de la politique familiale, de passer des cotisations à la CSG, parce que là, on n'est pas sur un revenu de remplacement, on est sur un risque véritablement universel, on a tous des familles, qu'on soit salariés, qu'on soit pas salariés, etc. Donc prendre les cotisations famille et les transformer en CSG pour redonner du pouvoir d'achat aux gens, la CFDT, ça fait des années qu'on le demande. Mais faire cette opération-là, sur l'assurance chômage, qui est un revenu de remplacement, c'est le seul risque, j'allais dire, qui reste, sur lequel il fallait surtout pas le faire. C'est le seul risque pour lequel c'est un contresens de faire ça. Alors, pour vous aussi, Pascal Parégeau, nos trois organisations sont d'accord sur le diagnostic de cette proposition-là, c'est-à-dire que je ne vais pas y revenir. J'espère que le futur ministre ou la future ministre du Travail va écouter cet échange. Le nouveau président de la République n'aura pas... manquer d'entendre nos organisations respectives là-dessus. Donc je pense qu'il le sait, et son futur gouvernement le sait ou le saura très vite. Le paritarisme n'a pas failli, y compris au niveau de l'UNEDIC. Et que chaque fois que nous avons eu, les interlocuteurs sociaux, à prendre nos responsabilités, et ce, j'allais dire, depuis 1945, nous l'avons fait. Les interlocuteurs sociaux ont pris leurs responsabilités. Alors, parfois, pas tous d'accord. Ce n'est pas une signature forcément unanime de tel ou tel accord. Mais au global, la situation de la protection sociale, de l'assurance chômage, telle qu'elle est aujourd'hui dans notre pays, enviée par, j'allais dire, le monde entier, c'est bien parce que nous, les interlocuteurs sociaux, n'avons eu de cesse
que de prendre nos responsabilités chaque fois que nous devions les prendre. Donc, la question de l'étatisation de l'assurance chômage n'est pas une question de suppléer des interlocuteurs sociaux qui seraient devenus irresponsables ou mauvais gestionnaires. La réponse, elle est ailleurs. Elle n'est pas sur l'élargissement que l'État peut très bien créer, mettre en place en lien avec le système qui existe aujourd'hui, lié au système assurantiel qui est mis en place par l'UNEDIC. La réponse, elle est simplement de pouvoir avoir la main très rapidement pour pouvoir donner des gages à Bruxelles en matière de baisse de déficit. Et ensuite, une fois que cette opération aura été faite, sur le dos et du paritarisme, mais surtout sur le dos de l'indemnisation des demandeurs d'emploi, ils feront quoi, l'État ? Et l'État, la majorité suivante, qui un jour démocratiquement arrivera, elle fera quoi? Elle supprimera? Elle détruira? Elle régionalisera pour avoir une assurance chômage régionale différente d'un endroit à l'autre du territoire national? À un moment donné, il faut effectivement avoir un projet de long terme. Ce débat sur cette volonté réelle de ce que veut faire, si c'est bien ce qu'il va mettre en place le nouveau président de la République, mérite à tout le moins un débat sur la base aujourd'hui d'un outil social assurantiel collectif qui n'a pas failli, mais au contraire est plutôt un des éléments de notre fierté et qui rend nos organisations syndicales justement à un niveau tel qu'on peut même penser que notre gestion paritaire permet de prendre en compte ce que l'État serait tout simplement incapable de faire. Sur le rapport de force. Voilà, est-ce que dans l'esprit, c'est pas finalement une vision d'une défiance des organisations syndicales? Est-ce que vous payez pas, d'une certaine manière, on le voit dans certaines études, un manque de confiance, d'adhésion, y compris des salariés à vos organisations? Et est-ce que Emmanuel Macron, il ne joue pas là-dessus? Mais excusez-moi, mais si c'est ça de la part du nouveau président de la République, ça démarre très mal. Donc on ne va pas faire ce procès d'intention président de la République. Je n'ose croire que ce soit de la défiance. Véronique? Oui, c'est vrai, il y a un peu ça dans l'état d'esprit des citoyens, la défiance généralisée envers le politique, envers l'État. Il y a aussi envers les médias. Il y a aussi de la défiance envers les partenaires sociaux. C'est un peu de notre faute aussi, c'est-à-dire qu'on n'a pas su suffisamment expliquer en quoi on était utile aux salariés. Je ne suis pas sûre que la majorité des gens qui perçoivent de l'indemnisation à l'assurance chômage, ils aient conscience que ce soit grâce aux partenaires sociaux qu'ils aient cette indemnisation. Pour eux, c'est Pôle emploi, point barre. Donc, on n'a pas su suffisamment valoriser le travail qu'on avait fait. Alors, c'est probable que du côté de la sphère publique, on a dit tout à l'heure qu'Emmanuel Macron, sa culture était quand même extrêmement étatiste. Voilà. Du côté de la sphère publique, il y a chez certains une certaine condescendance à l'égard des partenaires sociaux. Et je pense que, en particulier sur ce dossier de l'assurance chômage, je ne dirais pas ça de tous les dossiers, parce qu'il y en a un certain nombre que, à la fois Emmanuel Macron et son entourage connaissent bien. Mais celui de l'assurance chômage, je pense qu'ils en ont une vision extrêmement superficielle, extrêmement macroéconomique, comme ça, en se disant on a là un levier à utiliser pour faire de la gestion macroéconomique, donc on va l'utiliser. Ils ne se rendent pas compte que derrière ça, il y a un système de protection sociale extrêmement performant pour maintenir le pouvoir d'achat des demandeurs d'emploi, pour les accompagner vers le retour à l'emploi, et que tous ces curseurs sont fins à régler, à adapter en permanence, et que l'État n'a pas les outils pour le faire. Véronique, juste une question, y compris, comme il y a eu dans les think tanks des passerelles, y compris dans votre univers de la CFDT, Thierry Pêche, Terra Nova, etc., ce que vous venez de dire, vous dites qu'ils n'ont pas bien compris et tout. Vous n'avez pas pu, par les relais que vous avez, leur faire comprendre avant qu'ils ne comprenaient pas? Question simple. D'abord, on a, dans toute cette période préélectorale qui a été longue, pénible et longue... Rien ne se passera comme prévu. Voilà, rien ne s'est passé comme prévu. On a finalement eu assez peu de contact avec les staffs des candidats. Malgré les liens historiques. Il n'y a pas de lien. Enfin, on les a rencontrés 1 ou 2 fois chacun. On a échangé. Mais c'était une période où ils étaient dans leur logique à eux, de campagne. Donc... encore une fois, pour parler uniquement de celui qui a été élu,
Je pense qu'ils ont très fort ancré la culture de l'efficacité et de la rapidité, et qu'ils estiment... Une culture technocratique, c'est ça que vous voulez voilà, dire. C'est ça, une culture technocratique qui estime que les partenaires sociaux, au niveau national, interprofessionnel, c'est un peu de la perte de temps et d'énergie. Moi, nous, à la CFDT, on attend de voir, ça sera très important, les législatives évidemment, mais aussi la composition du gouvernement. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas faire un gouvernement de technocrates. Il faudra des politiques, il faudra des gens qui aient une sensibilité, cette sensibilité de l'écoute, de la discussion. Je suis très sensible à ce que disent certains quand ils expliquent la situation dégradée du pays, l'inquiétude, l'espèce de dépression qui frappe le pays. De se parler. Il manque deux choses, à mon avis, extrêmement importantes que ni Sarkozy ni Hollande n'ont su faire, pour des raisons différentes. Il faut à la fois donner du sens et écouter. C'est une dialectique un peu particulière. Donner du sens et écouter. Il y en avait un qui donnait du sens peut-être, mais qui n'écoutait pas grand-chose. Le second qui écoutait beaucoup, mais qui n'a donné aucun cap sur ce qu'il faisait vraiment. Là, je pense qu'il faut qu'il arrive à relier les deux, Emmanuel Macron. Donner du sens, ça je pense qu'on a compris. Ce que vous avez montré, il sait faire. Mais il faut aussi que maintenant, il apprenne à écouter et à ne pas considérer que ce que certains technocrates considèrent trop souvent, que écouter, ça consiste à penser qu'une fois qu'il aura expliqué, on aura compris. Non. Une fois qu'il aura expliqué, on aura peut-être compris, mais nous, on veut aussi qu'il écoute ce qu'on lui dit et qu'il essaye de comprendre. J'aborderai notre volet sur cette question-là, sur la défiance. Donc, il y a comme quelque chose d'important, je veux dire, effectivement, donc notre responsabilité, nous, c'est en proximité des salariés. Et on a du travail à faire pour être plus en proximité de nos salariés. Donc, et moi, je ne crois pas, la défiance, elle est surtout marquée envers le politique. Je l'ai dit, on a un travail à faire de proximité auprès des salariés pour être plus proche de leur aspiration, de leurs revendications, donc, puisqu'on est porteur de leurs exigences, de ces exigences donc, sociales et du monde du travail. Donc ça, c'est vraiment notre rôle. Encore faut-il qu'il soit conforté. Donc c'est là la défiance. Elle ne se base pas pour moi sur la question du rapport de force, mais quand même sur une volonté effectivement, de se passer des organisations syndicales. Et on le voit à travers on verra la suite si effectivement la majorité présidentielle permettra, quelle composition du gouvernement permettra de le faire, mais j'en ai parlé très rapidement sur la question du licenciement économique avec le plancher plafond, la question du référendum d'entreprise à l'initiative du seul employeur. On a cette vision qu'après tout, il est inutile. On peut avoir cette vision-là. Donc on peut considérer que Macron a pour vision de considérer le syndicalisme comme un frein, comme quelque chose d'inutile. Et là, c'est une vraie incompréhension, y compris de ce qu'est la vérité de la vie dans les entreprises et dans l'outil de production. Et ça, je veux dire, c'est quelque chose qui ne peut pas se faire comme ça et qui aurait des lourdes conséquences. Et donc, il faut effectivement donc, engager, y compris donc, des réformes qui permettent donc, aux salariés de s'exprimer, qui permettent aux organisations syndicales de faire des propositions à partir d'expertise avec des moyens, revoir la loyauté des négociations. Ça, c'est des réformes attendues qui permettraient de valoriser le syndicalisme. Qu'est-ce qui a vraiment fait rapidement, parce qu'on approche de la fin. Qu'est-ce qui a vraiment fait progresser ces 40 dernières années le droit social d'une manière générale? C'est la négociation collective, c'est la négociation des interlocuteurs sociaux à tous les niveaux, bien évidemment à l'échelle de l'entreprise, mais aussi et surtout à l'échelle de la branche et au niveau national. Et parfois, dans un esprit aussi de concertation avec les pouvoirs publics et l'État. Et derrière les organisations syndicales, il y a du collectif. Et le collectif, c'est ce dont on a besoin. Et tout renvoyer sur l'entreprise ou à l'issue également d'un référendum sans capacité de négocier en égalité de droit au niveau national, au niveau interprofessionnel, au niveau des branches, c'est prendre le risque de tout renvoyer individu par individu et de créer une société où c'est le chacun pour soi. Et c'est aussi ces politiques libérales, ces politiques d'austérité et ces tentatives de casser les droits collectifs qui ont conduit au risque démocratique que nous venons de voir sur un plan électoral et qui l'ont conduit dans d'autres pays. Donc faire confiance aux organisations syndicales, aux interlocuteurs sociaux, c'est aussi permettre que la démocratie, sur un plan social, continue de grandir. Alors, une toute dernière question de Manuel et une réponse rapide de conclusion. On arrive à la fin. Peut-être finalement, c'est un appel à ce qu'il prône finalement. Il veut inclure la société civile
et dans son gouvernement, et dans sa majorité. Vous êtes une part de la société civile. Est-ce que c'est ça le message, d'une certaine manière, que vous voulez lui faire passer par rapport à non pas des mesures, mais des projets qui semblent vous écarter non pas de la gestion, mais de la politique de lutte contre le chômage, pour favoriser l'emploi? Véronique. Moi, le message que je voudrais lui faire passer, c'est qu'il y a la philosophie d'un certain nombre de ces projets, on peut la partager. C'est-à-dire, il faut vraiment redresser le pays, il faut vraiment redonner de l'espoir, redonner des chances à tous. Moi, je trouve qu'à la fois son projet sur l'Europe, par exemple, nous, on y adhère parce qu'on sait que arrêter le dumping social entre les travailleurs européens, investir massivement tous les pays européens ensemble dans les nouveaux projets, dans l'innovation, dans le numérique, etc. C'est ça qui peut nous sortir de l'ornière. Quand je regarde ce qu'il dit dans son programme sur l'accueil de la petite enfance, sur l'éducation, je me dis là, il y a des choses à faire. Ce qui manque, c'est effectivement qu'on a le sentiment qu'il a tellement... on voit dans le reportage qui a été fait sur lui, qui est très à la mode, là, c'est un garçon qui a beaucoup de confiance en lui et beaucoup de confiance dans sa capacité de conviction. Donc je pense qu'il faut qu'il admette que ça ne peut pas suffire pour gouverner un pays, surtout un pays en souffrance comme est le nôtre, et que la capacité de conviction, elle doit se doubler d'une grande capacité d'écoute et d'empathie à l'égard des gens qui ont des choses à lui dire et qu'il doit prendre en compte, parce que du savoir-faire existe en dehors de lui et en dehors des technocrates qui travaillent avec lui. Pascal Pavageau, le message? Respecter le dialogue social, respecter la concertation, respecter les organisations syndicales et effectivement faire en sorte que de ce dialogue et de cette concertation, nous arrivions, il arrive, parce que c'est lui qui est en responsabilité avec son gouvernement, à réduire les inégalités, à réduire le chômage, et donc globalement, nous retrouvions des situations sociales et d'emploi qui soient plus favorables. Mais réellement, cela va passer par, alors puisque ton livre c'est une révolution, eh ben, révolution, peut-être révolution, il n'y en a qu'une. Eh ben, sa révolution peut-être. Mais quand on tourne le livre, on voit sa photo, donc la révolution. Sa révolution, peut-être dans ces cas-là, de ne plus voir uniquement sa photo, mais la photo de l'ensemble des acteurs, à commencer par les interlocuteurs sociaux et les organisations syndicales en particulier, pour améliorer l'ensemble du social au niveau de ce pays. Fabrice Angy. Oui, voilà, enfin, sur cette question-là, moi je pense que effectivement, le rêve de tout un chacun, c'est pas de créer sa start-up, c'est pas d'être millionnaire pour les jeunes de banlieue. Je crois qu'il faut redonner donc sa place donc au travail. Et donc effectivement, il faut revenir dans la vraie vie et avoir cette écoute sociale, remettre en avant les questions de solidarité, de fraternité. Et ça, c'est important. Donc de redonner tout son sens sur le modèle social et sur effectivement le progrès social. Il faut qu'on sorte de la désespérance pour sortir de la situation qu'on a connue là et qu'on ne veut pas revivre. Et dans notre pays, qui est un pays qui a une puissance économique forte, dont les taux de marge des entreprises ont énormément progressé, sont revenus au niveau antérieur à la crise, à 33% environ, 56 milliards de dividendes versés aux actionnaires, je ne parle pas de la fraude fiscale. Donc des moyens pour faire une autre politique, ils existent. Et c'est ça qu'il faut mettre en œuvre, sinon on risque de courir à des graves désillusions. Bien, message transmis, merci à tous les trois. Message transmis, mais vigilance, puisque nous sommes aussi dans un système institutionnel où tout d'un coup, une personne se retrouve avec des pouvoirs immenses et nous sommes bien placés dans nos enquêtes à Mediapart pour savoir combien ces institutions sont plus fortes que les hommes, les isolent et ne les poussent pas forcément justement à l'écoute, à la concertation et au plus près de la société. Donc à nous, la société, de faire valoir là où nous travaillons, là où nous vivons, de faire valoir nos demandes, nos espérances, nos exigences, nos expériences, car nous sommes les experts de nos propres vies. Mediapart et le Carrefour se proposent d'être depuis 9 ans le carrefour de tout cela. C'est un journal, vous le savez, qui ne vit que de ses lecteurs. Et donc, évidemment, eh bien, s'il ne vit que de ses lecteurs, il n'attend que vous, grâce à ce live en accès libre gratuit. Eh bien, soutenez-le, abonnez-vous.